Meiji. Est-ce que c'est un enfant? Yo! Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo que je vais tourner à l'extérieur. Le but, ça va être de me promener un petit peu dans Tokyo. Bon, là, il y a des enfants qui... Je vais jamais y arriver. Ça va être un petit peu différent de ce que j'ai pu faire donc, quand j'étais à Shinjuku. L'objectif, donc, ça va être de faire un petit parcours, marcher un petit peu dans Tokyo, vous présenter différents quartiers, du moins différents endroits assez iconiques donc de la ville de Tokyo. Voilà, je ne vais pas m'attarder plus longtemps ici. C'est parti, c'est parti, c'est parti. Direction le Sensoji à Asakusa. J'ai fait exprès de ne pas sortir directement devant le temple. Premier point, c'est la rivière Sumida, donc je vais vous montrer dans quelques instants. Alors, pour la petite explication, la rivière Sumida, c'est une rivière dans laquelle, d'après la légende, en 628, deux pêcheurs auraient retrouvé une statuette dorée et, dans un premier temps, ne sachant pas quoi en faire, l'auraient rejetée dans la rivière. Le problème étant que le jour d'après et les jours qui ont suivi, la statuette n'arrêtait pas de revenir dans les filets de pêche. Face à ce phénomène, les deux pêcheurs ils ont pris la statuette, ils sont allés voir le chef de village, il leur a expliqué la situation et le chef de village a directement reconnu qu'il s'agissait de la statuette de la déesse Kannon. Et suite à ce phénomène qui relevait du miracle pour le maître de village, il a décidé de construire le temple Sensoji en hommage à la déesse Kannon. Donc ouais, là je suis sur le pont, c'est un petit peu bruyant, il y a beaucoup de passages. Les deux bâtiments que voilà, vous pouvez voir actuellement ou que je vais montrer, ce sont les bureaux de l'entreprise Asahi. Donc, l'entreprise Asahi étant principalement connue pour sa bière au Japon. Asahi Super Crystal. Donc le bâtiment de gauche a été construit par un architecte français dont je ne me souviens plus le nom, malheureusement je vais le mettre en texte. Le but c'est de faire penser à une shop de bière. Et donc le bâtiment noir à côté avec l'espèce de je ne sais pas comment décrire ça, mais le petit truc jaune qui est au-dessus. Voilà, c'est censé représenter la flamme de l'entreprise, la flamme Asahi. Voilà, c'est pour le petit côté humoristique. Donc ceci étant, je vais commencer à me déplacer vers le temple Sensoji pour justement aller sur les lieux du fameux temple. Avant d'arriver à la partie principale du temple, il faut passer par l'allée marchande qui s'appelle Nakamise Dori. Originellement, c'est une allée dans laquelle les habitants d'Asakusa étaient autorisés à avoir des échoppes, des commerces, afin de servir les pèlerins qui venaient au Sensoji. Ok. J'ai coupé le micro un moment parce que clairement il y a beaucoup trop de monde. C'est, je pense, une des zones les plus touristiques de Tokyo. En tout cas, parmi tout ce qui est temple, sanctuaire, je pense que c'est un des endroits où il y a le plus de passages. Les omikuji, c'est littéralement un tirage divinatoire. Concrètement, le visiteur fait une offrande de 100 ou 200 yens, il va secouer une petite boîte pour tirer un bâton numéroté, et de ce numéro va correspondre un tiroir ou une enveloppe où se trouve la prédiction. Si la prédiction est bonne, on peut la garder sur soi comme porte-bonheur. Si elle est mauvaise, on l'attache à une branche d'arbre ou à des supports prévus dans l'enceinte du sanctuaire ou du temple pour laisser le mal derrière soi.
Donc là, je suis sorti, du moins j'ai descendu les marches. Concrètement, je suis passé assez rapidement parce que ça reste quand même un endroit religieux. Je voulais pas trop filmer, je voulais pas trop, je vais pas dire déranger parce qu'en vrai le lieu est déjà dérangé. Je pense que vous avez pu voir, il y a énormément donc de personnes. Je pense qu'il y a des Japonais qui viennent s'y recueillir, mais bon bah on voit quand même que la place, enfin le côté touristique prend une certaine ampleur. Concrètement, donc, bon, bah, quand les gens ils viennent pour prier, il y avait des petites boîtes en bois dans lesquelles ils déposaient des pièces. Ils vont aller saluer la déesse Kanon dans un premier temps en tapant des mains, puis ils vont aller s'incliner en exaucant leurs vœux, en exaucant une prière, en espérant qu'elle se réalise. Donc là, à partir de maintenant, on va s'éloigner du temple, on va regarder un petit peu les alentours, il y a quand même quelques petites choses. Donc là, je suis complètement sorti du temple. En fait, le temple, quand vous sortez par la sortie ouest, gauche du moins, en fait, c'est relié à une allée commerçante. Du moins, c'est quelque chose qui s'est construit autour, à mon avis, puis donc avec pas mal de restaurants, pas mal de divertissements. Je viens de découvrir qu'il y a même une sorte de parc d'attractions. Donc c'est assez surprenant d'avoir un parc d'attractions à juste 2 minutes du temple. Voilà, voilà. Bon, j'ai pas prévu d'y aller. J'ai pas prévu d'y aller. Je me suis posé un peu, donc j'ai continué à visiter Tokyo. Donc j'ai fini de manger, j'ai mangé près du temple où on était tout à l'heure, donc Sensoji, dans la petite galerie marchande. J'ai mangé pour moins de 1000 yens et je recommande vivement de ne pas dépenser plus de 1500-2000 yens parce qu'en fait souvent les magasins qui proposent des menus à peu près à ces prix-là dans ces alentours, donc près du temple, bah souvent c'est un petit peu, soit c'est de l'arnaque, soit c'est des prix qui sont un petit peu gonflés et vous pouvez trouver soit mieux ou au moins la même qualité pour moins cher. Moi je vous recommande pas d'y aller. Après c'est toujours bon de tester, il faut toujours découvrir. Je me suis éloigné un petit peu du coup du Sensoji, je suis à peu près à 1 km dans une allée qui s'appelle, ou du moins le secteur qui s'appelle Kappabashi, qui vient de Kappa, donc les Kappa qui sont des petits yokai japonais verts qui ressemblent à des tortues avec une coupole sur la tête. On retrouve pas mal de références par rapport à ce yokai dans la ville et je vais vous le montrer. Et au-delà de ça, donc c'est une ruelle, c'est un secteur qui est réputé donc pour tout ce qui est commerce, commerçant. On va y retrouver beaucoup de produits artisanaux. Donc je me suis dit que c'était assez sympa de passer par là. Le but après ce sera de retrouver donc, la Ginza Line. Voilà, on fait ça tranquillement, donc c'est parti. On sent qu'on commence à être en septembre, il y a un petit peu de vent, mes cheveux sont complètement... Il y a du laisser-aller au niveau des cheveux. Je suis donc à Akihabara. Je me suis mis dans une petite ruelle pour voilà, pouvoir tourner, parler. Autrement, il y a beaucoup trop de bruit, il y a beaucoup de passants, c'est un peu compliqué. Donc bon, qu'est-ce qu'il y a à savoir sur Akihabara? Pas mal de choses, j'ai pas tout en tête. Déjà, en termes d'accès, donc j'ai utilisé la Ginza Line. Je me suis pas arrêté spécialement à la station qui s'appelle Akihabara, c'est la station qui s'appelle, je triche un peu, Suehirocho, Suehirocho Station. C'est pas mal, ça permet donc de passer du temple Sensoji, de marcher un petit peu, prendre le métro pour rejoindre directement Akihabara. En termes de quartier, il faut savoir que c'est un quartier qui est principalement basé sur l'électronique, la pop culture japonaise, à savoir les mangas, les animés, les jeux vidéo. C'est un quartier qui s'est également énormément donc, développé après la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi?
parce que donc bon, faut savoir que le Japon a été occupé une certaine partie du temps par les Américains, et les Américains avec tout un tas donc de matériel électronique. Au moment où ils sont partis, ils sont partis en laissant le bazar électronique plus ou moins, et donc ça a laissé plus ou moins lieu à un marché noir qui s'est développé dans ce quartier. Justement, on va aller voir un petit peu après la partie qui s'appelle Electronic Town. C'est plus ou moins là où il y avait cette grosse concentration de matériel électronique qu'il y a toujours. On y trouve vraiment de tout et n'importe quoi. C'est vraiment des pièces détachées qu'on retrouve. Donc il faut vraiment être un grand connaisseur d'électronique pour savoir ce dont il s'agit. Et à l'inverse, du coup, tous les connaisseurs, tous les spécialistes, du coup, ils trouvent vraiment leur bonheur. Et ben c'est parti, j'arrête de parler, on y va. Let's go, let's go, let's go. Bon là je vais pas parler trop fort, ça fait un peu ghetto, mais du coup on est dans une espèce de petite ruelle. Justement il y a tout un tas de choses qui est vendu, autant de l'électronique, autant des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! C'est quand même principalement des choses qui sont liées à l'électronique, à de la mécanique. Donc j'ai fait rapidement quelques enseignes de Akihabara. Bien évidemment, c'est une toute petite partie par rapport à l'entièreté du quartier. Donc là, j'ai fait Animate, j'ai fait justement la petite ruelle où il y a plein de composants électroniques. Je vais pas trop tarder, il est à peu près 15h30 donc. Je suis actuellement devant le sanctuaire Meiji Jingu. Tout d'abord, je vais essayer de vous expliquer la différence entre temple et sanctuaire. Ici, on est au sanctuaire Meiji Jingu, donc c'est spécifique à la religion Shinto. Et tout à l'heure, donc, on était au temple Sensoji, donc qui est spécifique à la religion bouddhique. Voilà, il faut savoir que le bouddhisme a été instauré au Japon au 7e siècle et originellement, c'est la religion donc Shinto qui était présente. Religion Shinto, c'est une religion du coup qui est polythéiste, donc il va y avoir plusieurs dieux. Chaque dieu plus ou moins appartient à un élément. La plus connue étant Amaterasu. Donc Amaterasu, c'est un terme qui est beaucoup repris dans la pop culture japonaise. Je pense à Naruto en particulier, mais à mon avis il y en a d'autres. Et d'un autre côté, on va avoir la religion bouddhique, qu'on pourrait associer à une religion monothéiste, avec la figure principale du Bouddha, bien qu'il y ait d'autres entités qui ont atteint l'éveil et qui ont décidé de rester sur Terre. Donc, au sein du Japon, il y a eu deux religions qui ont coexisté, le bouddhisme et le shintoïsme. Je pourrais rajouter qu'intégrer le bouddhisme, c'était à la fois un moyen donc de se conformer à ce qui se faisait en Chine, histoire de dire regardez, nous aussi on a adopté la religion que vous avez, ne nous attaquez pas s'il vous plaît. C'est également un moyen d'intégrer une nouvelle structure politique avec un système pyramidal plus apparent qui était plus difficile à construire avec une religion polythéiste comme le Shinto. Alors c'est une des interprétations historiques possibles, ça reste à nuancer bien évidemment. Donc le sanctuaire Meiji, comme son nom l'indique en fait, est un sanctuaire qui a été créé en hommage à l'empereur Meiji en 1920. Donc c'est un sanctuaire qui est quand même relativement récent par rapport à l'histoire.
du Japon. Alors pourquoi l'empereur Meiji? L'empereur Meiji parce que c'est un empereur qui a apporté donc beaucoup de progrès et de changements au Japon. Donc il faut savoir qu'avant l'ère Meiji, c'était l'ère Edo. L'ère Edo, donc c'est une ère à travers laquelle il y a eu beaucoup de paix dans le pays, mais au prix donc d'un renfermement du pays. Du moins le Japon a fermé ses frontières à quasiment toutes les autres nations, sauf éventuellement le Portugal avec lequel ils avaient quelques accords donc commerciaux. Autrement, aucune nation n'était autorisée à venir au Japon. C'est une période à travers laquelle forcément donc, le Japon a pris beaucoup de retard par rapport aux autres pays, à l'Occident. Et en 1854, donc, les États-Unis, avec le Commodore Perry, vont forcer les frontières. Donc il y a une ouverture des frontières un petit peu qui est forcée et qui va amener avec des accords commerciaux en défaveur du Japon, donc avec les différents pays de l'Occident. Forcément, le peuple n'est pas très content. Et la personne, du moins l'empereur qui va permettre un petit peu de remettre de l'ordre dans le pays, va être l'empereur Meiji. Qu'est-ce qui va se passer à partir de là? Il va se passer que le Japon va apprendre, va importer beaucoup de technologies, beaucoup de connaissances de l'extérieur. Et il va aussi envoyer énormément de chercheurs, de scientifiques à l'extérieur pour un petit peu apprendre auprès des différentes nations. À savoir tout ce qui va être ferroviaire, tout ce qui va être maritime. Je pense en particulier donc à l'école polytechnique qui a participé donc à renforcer un petit peu les connaissances maritimes japonaises de l'époque. Au niveau du ferroviaire, donc il va aussi y avoir l'arrivée des trains et c'est un petit parallèle qui est assez marrant parce que donc après bien sûr il y a l'ère Meiji, il va y avoir l'ère Taisho un petit peu après à travers laquelle là a priori on est vraiment dans un mélange entre Japon ancien et arrivée des nouvelles technologies, donc train à vapeur, tout ça. Je pense directement à Kimetsu no Yaiba qui se passe concrètement à l'ère Taisho et on voit à la saison 2 justement l'arrivée des trains et on passe d'un décor un petit peu ancien à quelque chose de nouveau. Tout ça pour dire que c'est un empereur avec lequel il y a eu beaucoup d'avancées technologiques. Ok, je viens de sortir donc du sanctuaire Meiji Jingu. C'est la fin, j'ai fini d'expliquer ce que j'avais expliqué au niveau du sanctuaire. Je voulais idéalement faire un petit peu plus, montrer un peu plus, mais mine de rien, prendre les plans, expliquer, tourner, ça prend du temps, Donc voilà, je me rentrais plutôt paisiblement. C'était un moyen aussi pour moi de dire, voilà, à Tokyo, on n'est pas obligé de rester dans un quartier une journée, il est possible de faire plusieurs choses dans la même journée. J'ai mes cheveux qui commencent à partir en cacahuète un petit peu, hein. Voilà, on se retrouvera très certainement dans une autre vidéo où je vais refaire une visite de Tokyo. Mais cette fois-ci, j'essaierai de mettre l'accent un petit peu sur des choses plus actuelles, plus contemporaines en tout cas. Pareil sur la même durée, c'est-à-dire petit bout de matinée, petit bout d'après-midi, de quoi pas non plus surcharger la journée, que la visite soit agréable à faire. Voilà, en attendant, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Tchuss!